Bonsoir à tous. Nous sommes la classe de terminale HLP et nous avons le plaisir aujourd'hui de vous présenter une lecture scénique de quelques extraits de livres que nous avons eu la chance de lire à l'occasion du prix Renaudot des lycéens 2024. Alors, le prix Renaudot des lycéens est l'un des plus grands prix de France, un prix littéraire. Il donne de la visibilité aux auteurs et donc ainsi booste les ventes des auteurs. Son nom est dû à Théophraste Renaudot, le père du journalisme moderne en France. Le LFT est l'un des seuls établissements étrangers à participer à ce prix. Et cette année, la sélection comprend 5 romans. Le premier, c'est Jacaranda de Gaël Faye. Donc, Milan est un jeune homme franco-rwandais. Le Rwanda est le pays de sa mère, mais dont il ne connaît pas l'histoire. Il part donc à la découverte de ce pays qui a connu l'un des plus violents génocides de l'histoire contemporaine. Il entame ainsi la quête de ses origines. Ensuite, nous avons La barque de Massao de Antoine Chopin. Il raconte les retrouvailles après 10 ans d'une mère et sa fille, des retrouvailles qui vont changer à tout jamais la vie des deux protagonistes. Berlin pour elle de Benjamin de la Forcade. 2 femmes, Anna et Judith, qui grandissent pendant le contexte de la guerre froide, lorsque l'Allemagne est séparée entre la RDA et la RF. C'est une époque où le monde est privé de liberté, mais le lien qui unit Anna et Judith est leur plus grande force et c'est ce qui va les booster à survivre dans ce contexte oppressant. Ensuite, nous avons Le rêve de Jaguar de Miguel Bonnefoy. C'est l'histoire romancée et vraie des grands-parents de Miguel Bonnefoy. C'est l'histoire d'amour incroyable et extraordinaire de ses grands-parents. D'abord, il y a Antonio, son grand-père, qui était un enfant abandonné qu'on avait retrouvé et qui est devenu plus tard l'un des docteurs les plus influents de son pays et qui aura même une rue au Venezuela portant son nom. Il y a aussi Ana Maria, sa grand-mère, qui est une brillante gynécologue, qui deviendra une brillante gynécologue et qui, à ses débuts, ses professeurs le traitaient de stupide. Tous les livres sont disponibles au Cécube, donc vous pouvez les emprunter. Et sur ce, nous vous souhaitons un bon spectacle. Antonio se tourna vers Ana Maria. Il la regarda comme personne ne l'avait encore fait. Si démuni, si vulnérable, si abandonné dans son rêve, il la vit débarrassée de son masque de courage et de femme puissante seule sur terre. Il sentit qu'il la connaissait déjà, ou qu'ils se ressemblaient, tant qu'il l'avait déjà croisée dans une autre vie. Il se reconnut dans cette peur cachée, dans cette force pleine de failles, et il éprouva à cet instant une confiance en l'avenir qui le fit tressaillir. D'un geste prudent, pour ne pas bousculer son sommeil, il lui remit une mèche de cheveux derrière l'oreille, lui caressa la tempe, puis posa sa main sur son ventre tiède, où il crut sentir, entre 2 cahotements du bus, l'enfant encore à venir, qui attendait dans les cotons du présage, l'enfant qui ne viendrait que plus tard pour donner à ce couple des instants de grandeur et de déchirement. Antonio faisait épeler les noms, répéter les dates, relever les imprécisions, dévoué comme un moine copiste à la loyauté des confidences. Même s'il trouvait ces récits attendrissants, tout en écoutant avec politesse, il ne se laissait pas emporter par la fièvre des sensibles, ni par les larmes des impudiques. Il étudiait l'anatomie de l'amour comme on étudie un corps en le disséquant. Mais, peu à peu, il fut gagné par une curiosité qui dépassait son défi, comme si sa tête s'était remplie d'un torrent de roses rouges. Certains évoquaient la rencontre amoureuse de leurs ancêtres, survenue il y a 150 ans, avec une telle ferveur qu'on avait l'impression que c'était une nouvelle de dernière minute. D'autres lui relataient une histoire lue dans un roman, ou entendue par hasard au détour d'un café, des récits glanés ici et là, maquillés et déguisés comme des poupées. Et ces témoignages lui firent se demander s'il existait une seule histoire dans le monde qui ne fût pas d'amour. De partout arrivaient des voyageurs, des couples et des célibataires, des routards et des passagers qui le transportèrent tout à coup dans un univers parallèle fait de baisers volés et de promesses tenues. Il apprit l'histoire d'Astrid Medina qui, pendant la guerre du Pacifique, avait reçu une lettre d'amour de la part d'un soldat destinée à une autre femme, décida d'y répondre et vécut une relation épistolaire pendant 20 ans avec un homme qu'elle ne rencontra jamais. Celle d'un pistolero aux cheveux bouclés, amoureux d'une péruvienne de Colca, Léa Simonetta,
qui passa sa vie entière à écrire une fable d'un pays où il pourrait s'aimer librement. Et mille autres histoires bouleversantes de beauté, si baroques et si invraisemblables, qu'Antonio aurait voulu bâtir une bibliothèque au milieu de la gare pour pouvoir toutes les conserver. Un soir, alors qu'une dame juive lui racontait sa rencontre avec son mari lors d'une diaspora séfarade, elle lui demanda « Et vous, qu'allez-vous faire de toutes ces histoires ?»« Je m'en vais vivre la mienne. » Au 3e jour de sa vie, Antonio Borja Romero fut abandonné sur les marches d'une église dans une rue qui aujourd'hui porte son nom. Personne ne put dire précisément à quelle date il fut trouvé. On sait seulement que tous les matins, toujours au même endroit, une femme misérable avait l'habitude de s'asseoir là pour déposer devant elle une écuelle en calebasse et tendre une main fragile aux passants du parvis. Quand elle aperçut l'enfant, elle le repoussa d'un geste dégoûté. Mais son attention fut soudainement attirée par une petite boîte brillante, cachée entre les plis du linge, que quelqu'un avait laissé là, comme une offrande. Un rectangle en fer blanc, couleur argent, taillé d'arabesques fines. C'était une machine à rouler des cigarettes. Elle la vola en la mettant dans la poche de sa robe, puis se désintéressa du bébé. Elle constata toutefois, pendant la matinée, que ces timides vagissements, ces cris hésitants, attendrissant les fidèles, qui, les croyant ensemble, remplissaient tour à tour le fond de son écuelle avec des pièces en cuivre. Le soir venu, elle l'emmena dans la basse-cour et lui colla la bouche à la mamelle du chèvre noir, dont les pieds étaient couverts de mouches, et le fit allaiter, à genoux sous son ventre, d'un lait épais et chaud. Le lendemain, elle l'entoura d'un torchon de cuisine et le pendit à ses hanches. Au bout d'une semaine, elle se mit à dire que l'enfant était le sien. Je ne sais pas bien ce que signifie être artiste, mais même sans le savoir, je dirais volontiers que Kazoué en était une, à sa manière. Il n'y a qu'à voir ce qu'elle a fabriqué, les heures qu'elle y a passées, et aussi son besoin de solitude, sa façon de se tenir à l'écart du monde. Oui, je crois que c'était une vraie artiste, et le jour où je te parlerai d'elle, Arumi, c'est ce que je commencerai par te dire. Bien sûr que c'était une drôle de vie avec Kazoué. Ses kimonos fantômes, ses marches solitaires aux durées imprévisibles, ses échappées silencieuses au fond d'elle-même. Rien n'était ordinaire et c'était pas toujours facile. Quand on sortait, on rencontrait personne. C'était pour marcher tous les deux et seulement ça. Mais tu vois, Harumi, je n'avais besoin de rien d'autre que ce qu'on avait à ce moment-là. Et j'étais heureux. Et je crois que Kazoué l'était aussi. Sans parler de toutes ces nuits où, de 1000 manières possibles, sa peau contre ma peau, nous répétions nos prénoms. Masao, tendre Masao, je te promets, j'ai essayé, de toutes mes forces j'ai essayé, d'autres routes que celles qui mènent à la mer, et de la force j'en ai. Cette fois l'appel des vagues ne voudra plus s'éteindre. J'attends d'elles le contraire de la brûlure, et c'est pourquoi je vais les rejoindre. Marcher dedans, il me semble que je l'ai toujours su que ça irait jusqu'aux vagues. J'aimerais que tu me sois reconnaissant pour avoir attendu la venue de Harumi. Il y a pour elle l'élan de la joie pure et l'espoir d'un chemin au revers du mur. N'est-ce pas? Je t'aurais aimé jusqu'au bout des terres. Il faudra que tu entendes combien c'est à la fois immense et trop peu, comme le plus beau des papillons posés sur la branche de l'arbre qui s'effondre. Kazoué. Tu sais, Harumi, je ne sais pas bien ce que signifie être artiste, mais, même sans le savoir, je dirais volontiers que Kazoué en était une. Enfin, à sa manière, bien sûr. Il n'y a qu'à voir ce qu'elle a fabriqué, et les heures qu'elle y a passées. Et aussi, ce besoin de solitude qu'elle avait. Sa façon de se tenir à l'écart du monde. Alors oui, je crois que c'était une vraie artiste. C'est Gaspard qui a insisté pour qu'on ne tue pas les autres dans la bananeraie. Il ne faisait que répéter les ordres du bourgmestre qui avait demandé de ne pas laisser les corps pourrir sur les collines pour des questions d'hygiène. C'est Gaspard qui a eu l'idée de déshabiller les Tutsis et de récupérer les habits avant qu'ils ne soient tachés de sang. Les autres étaient d'accord. Ils voulaient offrir de beaux cadeaux à leurs filles et à leurs épouses en rentrant le soir chez eux après le travail. Quand le groupe a été entièrement nu, nous nous sommes mis en route. J'en vois certains, ici, dans cette assemblée, qui me regardent comme un criminel. Mais ce jour-là, en traversant le village, les mêmes qui me jugent aujourd'hui étaient sur le bord du chemin, à pointer les Tutsis du doigt, à se moquer du corps des femmes, à leur cracher dessus, à leur jeter des pierres, à les traiter de cafards et de serpents.
J'ai peut-être tué de mes mains, mais vous les avez toutes condamnées à mort par vos regards sans pitié, vos mots et vos pensées. Vous ne valez pas mieux que moi. Cette nuit-là, pendant que Claude pleurait dans son sommeil, me sont revenus des flashs d'images télévisées du printemps dernier. Des massacres à l'arme blanche, des corps gonflés et blanchis flottant dans les rivières et les lacs, des églises au sol jonchées de cadavres. Claude se cachait quelque part dans ces images que j'avais refoulées, qui appartenaient à une fiction cathodique, lointaine et désincarnée. Nous étions, mes parents et moi, à table à l'heure du dîner, silencieux et détachés comme indifférents à ces appels à l'aide, provenant d'un monde qui n'était pas le nôtre. Alors, je les serrai plus fort contre moi, comme pour m'excuser de ne pas l'avoir vu, de ne pas l'avoir entendu, de ne pas avoir été là pour lui. Dites-moi, Vénancia, c'est terrible tout ce qui se passe dans votre pays. Je veux parler des massacres. Et maintenant, ces pauvres gens qui fuient sur les routes et qui meurent de choléra ou de typhus. Je me disais, enfin, je me demandais, comment vivez-vous tout cela? Oh, vous savez, ça ne date pas d'hier. Il y a des massacres depuis longtemps. Disons que c'est une longue histoire. Oui, j'imagine bien. Mais cette fois, tout de même, ça prend des proportions, je veux dire, cette guerre entre les tribus. Je n'y retiens jamais. C'est comment encore? Les Tutsis et les Tutsis? Les Hutus et les Tutsis, Geneviève. On en parle depuis 3 mois maintenant. Ce n'est quand même pas compliqué. Les Hutus et les Tutsis. Et puis ce ne sont pas des tribus, mais des ethnies. Ah oui, c'est ça, les Hutus et les Tutsis. Déjà, on ne comprend même pas qui sont les gentils et qui sont les méchants. Et puis cette barbarie tout de même, à la machette, des femmes, des enfants, c'est inimaginable. Oh, pardon ma chère Vénancia, je ne devrais pas parler de toute cette tragédie alors que nous sommes ici pour le se détendre. Mais je vous assure que je pense souvent à vous ces temps-ci, avec toutes ces terribles histoires qui nous parviennent de chez vous. Dieu soit loué, vous n'avez plus de famille là-bas si je me souviens bien. Si, il me reste de la famille. La neige, le froid, la nuit, l'hiver arctique, les aurores boréales, le combat d'un David scandinave contre un Goliath rouge dans une version inédite des Thermopyles du Nord, comme l'avait écrit Charles Maurras. Tout était là pour réveiller la fibre romanesque des reporters, dont la plume ne demandait qu'à filer. Sur les Remington et les Underwood se racontait la guerre d'hiver. Au téléphone et par télégramme se construisait la légende de cette résistance inattendue. Si la Finlande tenait tête à la Russie, alors la France, la Belgique ou l'Angleterre pourraient bien arriver à vaincre l'Allemagne. Dès lors, en miroir, se lisait la projection d'un espoir européen face au Reich qui leur avait déclaré la guerre il y a plus de 3 mois, sans la leur faire réellement, d'où son nom de drôle de guerre. Jamais Simon ne sut qu'il avait tiré sur un cadavre. À cet endroit de la forêt, le sol d'humus s'arrêtait net, pour ne laisser qu'un parterre granitique de rochers plats entremêlés, parmi lesquels il trouva une anfractuosité à sa taille. Le Russe, à 100 mètres de là, était à peu près à l'emplacement d'une des croix. Il était debout, immobile, comme tout tireur d'élite se doit de l'être, dissimulé derrière le large tronc d'un pin sylvestre. Le long canon de son fusil recouvert d'une gaze blanche posait sur une branche pour éviter la fatigue. Mais, lorsque la balle le toucha en plein torse, celui-ci ne bougea pas d'1 centimètre. Gelé comme la pierre, l'ogive ne le traversa même pas. Simon avait réussi son tir, mais par le feu de celui-ci, aussi révélait sa présence. Et l'enclume tomba sur la fourmi. De part et d'autre s'agitèrent des silhouettes, et dans un terrible vrombissement, un essaim d'obus de mortier s'éleva dans le ciel, alors que le piège se refermait sur lui. Dissimulés sous des couvertures blanches, 5 fusils anti-chars à tir rapide crachèrent sans interruption dans sa direction. Le refuge de pierre de Simon devint un cercueil lorsque les obus percutèrent le granit qui à son tour se fissura en centaines d'éclats meurtriers. Sans autre échappatoire que la fuite, il s'y résolut, quittant la plaine rocheuse pour rejoindre le cœur de la forêt, poursuivi par les balles qui filaient à ses oreilles, rebondissant sur la roche dans un chuintement strident, ou arrachaient des bouchées de tronc dans un nuage de poussière, de sciure à l'odeur de bois brûlé. Devant lui, une explosion déracina un arbre qui se coucha dans un craquement de bois plaintif. L'enchevêtrement des racines couvertes de terre et désormais à l'air libre forma une large couronne derrière laquelle Simon se ramassa,
Un instant, les poings serrés, les yeux fermés. La ferme de ses parents, sa forêt, son village de Rotierville, Toivaux et les autres. Aujourd'hui, comme à chaque seconde depuis le début de cette guerre, il aurait dû mourir. La ferme de ses parents, sa forêt, son village à Rotierville, Toivaux et les autres. Avec eux ou pour eux, il trouva le courage de bondir en avant, quelques mètres parcourus, quand le souffle d'un obus souleva et l'envoya percuter un arbre. Son sac à dos amortit le choc, mais son cerveau déconnecta un instant, et il revint à lui, le visage dans la neige. Partout autour de lui, le sol labouré par les déflagrations recrachait haut dans le ciel un brouillard de terre en suspension et une pluie de neige. C'est en plongeant à travers ce rideau protecteur qu'il disparut. Sur le front de Kola, le premier jour de la guerre. Il faut toujours un premier mort pour y croire vraiment. Un communiqué ne suffit pas plus qu'un message radio, ou même les mots de celui qui en a été témoin. Il faut un mort devant soi, voir son sang. Il faut voir son sang. Restait à savoir qui, parmi les 15 000 soldats du front de Kola, serait celui-ci. Qui, parmi les 15 000 soldats, serait le premier à être allongé dans la grande tente noire derrière le poste de secours. Désolé, abîmé, Simo ne connaissait pas cette forêt, ou plutôt, il ne la reconnaissait plus. Il marchait l'esprit tourmenté, comme au chevet d'une amie souffrante. Le sol jonché d'aiguilles, de branches et de feuilles arrachées, défigurées par les obus. Dans cette nature inhabituellement muette, où soufflait un vent glacial, ne s'entendaient plus que les voix humaines, corrompues et malades. Werner Bernays ne croit à rien, ni au chant, ni au texte, ni au visage apaisé de ceux qui croient à la prière. 50 années sur la terre lui ont permis de comprendre qu'il n'y a rien à attendre. Aucune magie, aucun destin pour ceux qui espèrent. L'espoir, Werner le sait, est l'arme de ceux qui n'en ont pas. Il avait 22 ans quand son pays lui a demandé de tuer d'un homme. Il sait ce que l'on ressent quand la balle de fusil traverse un corps, éteint un regard. Il sait ce que l'on ressent quand on force la porte et que la famille entière se met à pleurer. Les documents mal falsifiés. Les enfants qui ne comprennent pas. Les parents qui comprennent pour eux. Les coups de crosse pour éviter les coups de feu. Werner ne se demande plus de quoi il est capable. Pas un recoin de son âme abîmée ne lui est étranger. Il sait déjà tout prouver. Un jour, elle a vu distribuer des petits papiers à qui voulait les prendre. Une feuille pliée en 8. Certains la jetaient aux ordures après un bref regard, l'air apeuré. D'autres, au contraire, la cachaient dans leur veste, poche intérieure contre le cœur. Elle s'est approchée. Elle a voulu qu'il lui donne un papier, à elle aussi. Werner a hésité. Après quelques secondes, il a fouillé dans sa poche et lui a donné le tract. C'est un papier de bonne qualité, des caractères noirs, imprimés proprement. Interdit de lire, de contredire, de se réunir. Interdit de penser. Combien de temps les violations de droits de l'homme en RDA vont-elles encore durer? Combien de familles séparées? Combien d'enfants noyés? Et toi, tu ne fais rien. Ils mentent, ceux qui disent être morts sans avoir regretté. Rita se sont privés de ce que le monde se partagera sans elle. Le vent, les matinées, les fraises de Brudambo, l'odeur des machines, tout ce qui peut se réparer. Les baisers et la fin du printemps. Les chopes de bière à l'ombre des marronniers. Les toits de Prenzlauer Berg. Les gros mots. L'odeur du Tortwart. Les premiers dessins. La cabine de pilotage de la Bagger 275. Le goût de l'eau la nuit. Le pain à l'ail et les asperges. Les chansons. La mer. Les cartes postales. Les fesses des soldats dans leurs pantalons verts. Les bains du lac. La liqueur à l'œuf dans les gaufrettes. Les sièges du tramway. L'or des boîtes de café. Les souvenirs. Tous les âges de la vie comme un grand escalier.
les camarades de brigade, Bernard au cimetière et le pauvre Râle dans sa prison. Anna ensuite, et à partir de là, Anna uniquement. Par les pieds que ça commence, un fourmillement dans les veines, des sensations mêlées sur le bout des doigts, un toucher contrarié par de mauvais signaux. La brûlure de ce qui est doux, la douceur de ce qui est dru. À l'intérieur du corps, l'étincelle qui ne prend pas. Rita perd l'équilibre. Elle tombe et son cœur se soulève. Il faut tomber encore assez profondément pour ne plus revenir. Elle se force, réessaye. Elle se bat pour mourir. Suite à un long débat hier après-midi, auquel nous avons assisté en visioconférence, le prix Renaudot des lycéens a été accordé au roman d'Olivier Norek. Le prix a été décerné aux guerriers d'hiver.